Bienvenue sur Métro News, mesdames et messieurs. Restez avec nous, les titres de l'actualité, c'est tout de suite. La Chambre des députés a déjà écrit officiellement au président de la République, Jovenel Moïse, pour l'informer du vote de censure octroyé à son Premier ministre Jean-Henri Séan. Le président de la République annonce qu'il a pris acte de la décision de la Chambre des députés de renvoyer son Premier ministre et son gouvernement. Le chef de l'État a fait remarquer qu'il va entamer des consultations en vue de désigner un nouveau Premier ministre. Et puis les citoyens interrogés par Télémétropole se disent choqués par l'attitude des parlementaires qui ont réalisé une double interpellation. Ils estiment que c'est du jamais vu dans l'histoire parlementaire. Le gouvernement de Jean-Henri Séan a reçu un vote de censure de la part des députés ce lundi. 93 députés ont voté pour le renvoi du Premier ministre qui venait de boucler 6 mois à la primature. Les députés proches du chef de l'État ont voté la motion de censure contre le Premier ministre Séan en conflit ouvert avec le président Jovenel Moïse. Une séance expéditive, sans débat contradictoire sur la motion d'interpellation. Le Premier ministre Séan n'était pas présent à la Chambre des députés. Il avait motivé son absence en expliquant dans une correspondance son interpellation au Sénat. Les députés de la majorité étaient dans un profond mutisme durant cette séance, il faut dire. Au cours des 2 heures de la séance, des députés de l'opposition sont intervenus pour démontrer l'illégalité de la séance. À l'issue de cette séance, le chef du gouvernement avait fait appel à un juge de paix afin de verbaliser sa présence au niveau du grand corps. Entre-temps, la Chambre des députés a écrit au président de la République officiellement pour signifier le vote de censure octroyé à son Premier ministre. Et pour revenir à cette journée et cette situation assez inédite, je retrouve en studio mes collaborateurs Luc Nergaro et Luxon de Saint-Ville. Messieurs, bienvenue. Merci Laurence. Bonsoir à toutes et à tous. Merci Laurence. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, on va commencer d'abord avec toi, Luc Ner. Alors, Luc Ner, dis-moi, est-ce que tu pourrais nous peindre le tableau global de cette situation? Comment en est-on arrivé là? Alors, la situation, c'est un Premier ministre, Jean-Henri Séan, qui aussi est chef du CSPN, Conseil supérieur de la police nationale, qui, après une invitation au Sénat et une convocation, a fait objet d'une interpellation. C'est la dernière phase. Le Sénat ou encore le Parlement invite, convoque et interpelle. Mais dès qu'on parle d'interpellation, la séance doit aboutir à un vote de confiance ou un vote de censure. Après une séance d'interpellation, le Parlement, peu importe le député ou le sénateur, te dit « je te fais plus confiance » ou « je te renouvelle ma confiance ». Donc, un vote de censure veut dire qu'il n'y a plus de confiance. Un vote de confiance veut dire tout simplement que tu veux continuer à exercer ton métier de Premier ministre ou de ministre. Donc, Jean-Henri Séan a donc fait objet de cette interpellation au Sénat. C'était prévu pour le 20 mars, donc mercredi. Maintenant, la Chambre basse, la Chambre des députés, a voulu doubler le Sénat et a fixé une séance pour le 18 mars, donc ce lundi. Le Sénat, ayant appris la nouvelle, a jugé que c'était inélégant de la part de la Chambre des députés de mettre une séance pour les mêmes raisons et une interpellation aussi pour le 18 mars, a décidé, lui, de fixer sa séance initialement prévue pour le 20 mars au 18 mars, entre minuit, donc dimanche soir, lundi matin, entre minuit et 6h et 9h du matin, parce que la Chambre des députés avait prévu sa séance pour 10h du matin lundi. Donc, ce lundi, le Premier ministre était justement au Sénat parce que la séance au Sénat était prévue entre minuit et 9h du matin. Évidemment, à 8h du matin, Jean-Henri Séan était au Sénat. Et parallèlement, à 10h, la Chambre des députés a eu sa séance et le va revenir sur la journée. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis quelque temps, il est bruit que entre le président de la République et son Premier ministre, rien ne va. Le président voudrait se débarrasser de Jean-Henri Séan, c'est ce qui se dit. D'ailleurs, les mêmes questions que le Premier ministre, en fait, que le président Jovenel Moïse a été même demandé à Jean-Henri Séan de démissionner. Et lorsque le Sénat a lancé sa séance d'interpellation, tout le monde disait que c'était une façon pour les sénateurs, parce que la chose, c'est que
Les sénateurs qui ont interpellé Jean Risséen, ce sont des sénateurs de l'opposition. Des sénateurs qui ne sont pas qui ne sont pas proches du pouvoir. Mais, pas proches du pouvoir veut dire pas proches du président, mais qui sont quand même proches du Premier ministre Jean Risséen, qui vient de l'opposition. Donc, lorsque le Sénat avait fixé sa séance, on disait que c'était pour protéger Jean Risséen, qui, une fois passé le cap des 6 mois à la tête du gouvernement, allait faire objet d'interpellation à la Chambre basse, où le président a sa majorité, qui veut jeter le Premier ministre Jean Risséen. Donc c'était ça la perception, que le Sénat avait interpellé pour sauver le Premier ministre et que la Chambre basse avait interpellé pour jeter le Premier ministre. Donc voilà toute la raison de cette, je dirais, lutte entre le Sénat et la Chambre des députés pour interpeller le Premier ministre. Donc, lorsque la Chambre des députés a fixé sa séance pour le 18 à 10h, le Sénat a pris le devant et a fixé sa séance pour le 18 entre minuit et 9h du matin. Au fait, le Sénat n'a pas pu avoir quorum aujourd'hui pour tenir sa séance. Et comme il devait avoir séance à la Chambre basse à 10h, les députés étaient présents, il y avait quorum, les députés ont tenu leur séance et en absence du Premier ministre, ils ont accordé un vote de censure au Premier ministre. Donc, Jean Risséen, aujourd'hui, devrait être un Premier ministre démissionnaire. Mais on n'est pas encore là. Pourquoi? Parce que pour la première fois dans l'histoire des interpellations ici en Haïti, le Premier ministre qui a reçu ce vote de non-confiance ne connaît pas encore son statut. Est-ce qu'il est Premier ministre démissionnaire ou est-ce qu'il est encore Premier ministre? Parce que il y a tout ce débat autour des formalités ou encore de la procédure des interpellations. Il est dit que la Chambre des députés n'aurait pas dû interpeller le Premier ministre alors que ce dernier faisait l'objet d'une interpellation au Sénat. Le Sénat tient sa séance. La séance n'a pas eu lieu aujourd'hui, mais il était dit dans la lettre qui a interpellé le Premier ministre que cette séance pourrait aussi avoir lieu demain mardi, mercredi, jusqu'à jeudi, s'il était impossible de le faire aujourd'hui. Donc, comme aujourd'hui il n'y a pas eu quorum, la séance n'a pas eu lieu, donc la séance est mise en continuation selon le président du Sénat et elle sera reprise mercredi 20. Alors que dans une situation normale, dès qu'une chambre accorde un vote de non-confiance à un Premier ministre, c'est fini. C'est fini. Mais dans cette situation, le fait qu'il y a tout ce débat autour de la procédure qui n'a pas été respectée, soit au Sénat, soit à la Chambre des députés, Jean Risséen, lui, il croit être encore Premier ministre parce qu'il a déclaré qu'il va à la Chambre basse au moment opportun. Donc pour lui, il n'y a pas eu séance à la Chambre basse. Il a fait verbaliser sa présence au Sénat pour dire qu'il était au Sénat et que c'était impossible pour lui d'être à la Chambre basse aussi. Il avait adressé une correspondance au bureau de la Chambre basse pour dire qu'il était retenu au Sénat. Donc il a fait verbaliser sa présence pour dire que cette séance est pratiquement nulle parce que je n'étais pas là et j'ai motivé mon absence. Le Sénat a mis sa séance en continuation pour dire que cette séance qui a eu lieu à la Chambre basse ne nous concerne pas parce que nous, on va tenir notre séance. Donc, il y a tout ce débat, toute cette confusion autour de la situation. On ne peut pas dire si Jean Risséen est aujourd'hui ministre démissionnaire ou s'il veut encore s'accrocher à son poste et faire valoir son point de droit puisqu'il était au Sénat au moment de la séance à la Chambre des députés. Très bien. Bon, alors on comprend un petit peu mieux où on est, qu'est-ce qui a mené justement à cette situation. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé vraiment aujourd'hui? Et là, je te pose la question, Lucien de Seville, toi qui étais présent au Parlement. Parlement. Donc, comment s'est déroulée cette journée? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, d'abord, il faut dire que le Premier ministre, il était déjà présent dès 7 h du matin dans les locaux du Parlement pour la tenue de cette séance. Il était accompagné du ministre de la Justice ainsi que le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, puisque au niveau du Sénat de la République, il était question de l'interpellation du chef du gouvernement accompagné de 2 de ses ministres. Donc, Jean Risséen, il répondait à l'appel de très tôt. Mais au niveau du Sénat, il n'y avait pas encore de quorum. Les sénateurs étaient présents sur la cour, ils faisaient des va-et-vient, etc. Et arrivé à un certain moment, le bureau du Grand Corps avait décidé de procéder à l'appel nominal, le premier, bien entendu.
Et cet appel nominal avait accusé la présence de 14 sénateurs dans la salle. Mais ce qui paraissait un peu inédit pour les journalistes qui sont accrédités au Parlement, c'était pour la première fois qu'on a assisté à un appel nominal effectué en présence d'un Premier ministre interpellé. Donc en principe, l'appel nominal devait se dérouler en l'absence du Premier ministre et après une commission ou encore un groupe, une délégation de sénateurs introduit justement à la salle de séance. Donc c'était un peu inédit. Déjà, cette partie de la journée attirait l'attention. Et par rapport à ce problème de quorum, les heures passent, il est déjà 10 heures. Donc les députés, ils ont investi la salle de séance et le bureau a été introduit au niveau de la salle de séance. On a procédé à l'appel nominal, un appel nominal qui s'est déroulé sous fond de perturbation des députés de l'opposition qui ne voulaient pas que l'appel nominal se déroule, juste pour faire passer le temps en attendant que Jean-Henri Seyon ou encore le Sénat arrive à trouver le quorum pour le déroulement de cette séance. Il faut dire qu'au Sénat, on a besoin de 16 sénateurs pour avoir quorum. Et 16 sénateurs. Et à la Chambre des députés, 60 députés, c'est bon. Et finalement, on a procédé à l'appel nominal et 95 députés ont répondu présent. Et automatiquement, le président du bureau, Gary Bodo, avait passé à la prochaine étape à l'ordre du jour. C'est la discussion. Parce que l'ordre du jour, on propose ça à l'Assemblée et on discute dessus et après on passe au vote et automatiquement l'appel nominal est mis en discussion. Il y a les députés de l'opposition qui ont gravi justement la tribune pour faire valoir un point de droit, puisque pour fixer une séance au Parlement, ça doit être discuté à la conférence des présidents. La conférence des présidents, c'est l'instance au Parlement qui regroupe les différentes commissions permanentes. Et étant donné que depuis l'ouverture de l'année législative, il n'y a jamais eu une séance pouvant former les différentes commissions permanentes. Et par rapport à cela, les députés de l'opposition ont exigé le procès-verbal de la conférence des présidents, puisque selon eux, pour fixer une date pour une séance, c'est la conférence des présidents qui doit décider. Et alors, le président... Petit point, Luxon, il faut souligner que les députés de l'opposition, ce sont 10 ou 12 députés qui n'ont pas signé l'acte d'interpellation. Donc, il faut comprendre qu'à la Chambre basse, les députés qui ont interpellé le Premier ministre, ce sont les proches de la présidence. Donc, les députés proches du pouvoir, la majorité. Donc, ceux de l'opposition qui, normalement, sont en face du pouvoir, ce sont eux, aujourd'hui, qui étaient contre cette séance d'interpellation. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Donc, quand on parle de députés de l'opposition, ce sont ceux qui sont en opposition au pouvoir, mais qui, aujourd'hui, ne voulaient pas de cette séance. Elle continue. Justement, donc après les discussions, l'ordre du jour, il est adopté et le président Gary Bodo avait invité son collègue de Port-de-Paix, Jean-Marie Forestal, à donner lecture de la motion d'interpellation. Et dans la motion d'interpellation, le parlementaire a énuméré les différents motifs de cette interpellation du Premier ministre et de son gouvernement. Mais il faut signaler qu'à la Chambre des députés, on avait interpellé le Premier ministre et son gouvernement, et au Sénat, c'est le Premier ministre et 2 de ses ministres. Donc, après la lecture de la motion d'interpellation, il y avait des discussions, tout ça, et après, automatiquement, c'est le vote. Et la motion d'interpellation a bénéficié 93 votes pour, c'est-à-dire 93 députés ont voté pour le renvoi de Jean-Henri Seyon, 6 ont voté contre, et il y avait 3 abstentions. Donc voilà comment ça s'est déroulé au niveau de la Chambre des députés. Automatiquement, il y avait eu des réactions. Dans le camp des proches du pouvoir, c'était la fête, c'était la victoire. Et tandis que les députés de l'opposition, les 12 ou 14 députés qui ont affiché leur opposition directe à l'exécutif, ont signalé que ce vote
et au niveau de la Chambre des députés, ça ouvre la voie à une instabilité gouvernementale. Et Abel Decoline, député de Mian-Balais, il a lancé un message non seulement au président de la République et les membres du groupe majoritaire de prendre leurs responsabilités, puisque après ce vote, c'est sûr qu'il va y avoir un vide qui aura bien évidemment un impact sur le fonctionnement de l'administration. Et parallèlement au Sénat de la République, Jean Ricin est toujours présent à l'intérieur de la salle. Oui, donc si on comprend bien, c'est une situation quand même inédite. Mais est-ce que vous avez une idée des différents scénarios possibles? Là, rapidement, la Chambre des députés, le président du bureau, Gary Bodo, après avoir clôturé la séance, a vite fait écrire au président Jovenel Moïse pour notifier la décision des députés, donc les députés qui ont renvoyé Jean Ricin. Le président a rapidement écrit à Gary Bodo pour dire qu'il a pris acte de cette décision et de la Chambre basse. Normalement, lorsque le Premier ministre a eu un vote de censure au Parlement, peu importe si au Sénat ou à la Chambre basse, il doit démissionner officiellement. Donc, le Sénat te dit que je ne te fais plus confiance, ou les députés te disent qu'ils ne te font plus confiance. Maintenant, c'est à toi de tirer les conséquences. Donc, le Premier ministre écrit au président pour dire que je démissionne parce que je n'ai plus la confiance du Parlement. Donc, le président doit avoir une lettre de démission du Premier ministre. Donc, maintenant que le président Jovenel Moïse est informé de la décision de la Chambre basse, est-ce qu'il va attendre la lettre de Jean Ricin, qui peut-être ne va pas arriver si vite parce que Jean Ricin pense qu'il a encore une chance parce que le Sénat veut tenir sa séance? Ou est-ce que le président va déjà entamer ses consultations pour avoir un nouveau Premier ministre? Donc c'est l'un des cas de figure possibles. Autre cas de figure, le Sénat tient sa séance et octroie un vote de confiance au Premier ministre Jean Ricin. Et là, Jean Ricin reste en poste. Sauf si le président Jovenel Moïse décide, lui, de lancer la consultation pour un nouveau cabinet ministériel. L'autre cas de figure, c'est cette faiblesse. La Cour constitutionnelle qu'on n'a pas aujourd'hui. Quand il y a, c'est pour la première fois qu'on a cette situation, bien sûr, mais dans pareil cas, seule la Cour constitutionnelle devrait pouvoir juger de si Jean Ricin reste, s'il y avait vraiment violation de certaines règles, certains principes, ou si Jean Ricin devait partir. Donc là, maintenant, on est dans le flou total, mais il faut quand même attendre que le Sénat tienne sa séance, parce que si le Sénat tient sa séance et que Jean Ricin reçoit un vote de censure, donc là c'est clair, il part. Mais dans le cas contraire, on va avoir cette confusion et il n'y a que la loi pour résoudre ce problème. Alors, deux choses à noter. D'abord, c'est le Premier ministre Jean Ricin qui a été lâché par ces deux ministres. Les ministres qui devraient l'accompagner. Oui, justement. Jean-Marie Renaldo Brunet, ministre de l'Intérieur, Jean-Oudi Ali, ministre de la Justice. Ils ont tous deux laissé la salle et quitté les locaux du Parlement. Donc c'était un Premier ministre seul. Avec sa petite équipe. Justement, sa petite équipe, le porte-parole et son chef de cabinet adjoint. Son chef de cabinet adjoint. Et parallèlement, après la séance, les députés, alors les 4 sénateurs de l'opposition ont organisé une conférence de presse pour dénoncer ce qui s'est passé. Pour eux, Jean Ricin est toujours Premier ministre. D'ailleurs, le bureau du Sénat a programmé une autre séance pour mercredi prochain. Et Ricard Pierre et Antonio Cherami pensent que ce qui s'est passé à la Chambre basse a été monnayé par l'exécutif, selon leur déclaration. C'est ça le paradoxe. Au Sénat, ce sont ceux qui sont contre le pouvoir en place, qui supportent Jean Ricin. À la Chambre basse, ce sont ceux qui sont proches du pouvoir, normalement le pouvoir dont Jean Ricin est membre, le pouvoir exécutif, qui sont contre Jean Ricin. Donc c'est un peu ça le paradoxe qui fait qu'il y a deux thèses aujourd'hui. Une thèse qui voudrait que les sénateurs de l'opposition qui sont contre Jovenel Moïse veulent empêcher à Jovenel Moïse de se débarrasser de Jean Ricin. Et à la Chambre basse, les députés qui sont proches de Jovenel Moïse veulent aider Jovenel Moïse à se débarrasser de Jean Ricin. Deuxième thèse, les sénateurs de l'opposition qui ont interpellé Jean Ricin n'acceptent pas l'idée qu'il soit en train de protéger Jean Ricin. Ils estiment qu'ils ne veulent pas que la Chambre des députés renvoie Jean Ricin pour pouvoir avoir les explications réelles sur ce qui s'est passé avec les 7 étrangers arrêtés en Haïti en février.
Donc, selon ces sénateurs, interpellateurs, la seule raison pour laquelle ils défendent Jean Risséen, ils veulent pouvoir l'interpeller, c'est pour avoir ces détails. Et selon ces sénateurs, la Chambre des députés est en train d'aller vite en besogne pour empêcher à la population d'avoir des explications sur ce qui s'était passé avec cette tranchée. Donc voilà pour les deux thèses retenues par l'opinion et aussi par les parlementaires. C'est ça. Alors, il n'est que d'attendre. Ben oui, mercredi 20, de minuit à 6 h du soir, on attend au Sénat. Minuit à 6 h, rendez-vous mercredi prochain. Ouais. Définitivement. Alors, messieurs Luxon Saint-Ville et Luc Niagaro, merci d'avoir été avec moi et à bientôt. Toujours un plaisir, à bientôt. À bientôt. Des citoyens de la capitale expriment leur stupéfaction suite au conflit qui a opposé les deux branches du Parlement autour de l'interpellation du Premier ministre renvoyé Jean Risséen. Ces derniers fustigent l'attitude des sénateurs et des députés interpellateurs qui disent voir dans leur initiative une démarche mesquine et motivée, entre autres par la politique. Entre tractations, inélégance et controverses, l'interpellation à tour de rôle de Jean Risséen par les deux branches du Parlement suscite colère et indignation dans l'opinion. Zachary a 19 ans et est en classe de philo dans un établissement privé de la capitale. Ce jeune habitant de la rue du Centre, quartier de Port-au-Prince, se dit frappé par la laideur de cette bataille qui a opposé députés et sénateurs pour l'interpellation du Premier ministre Risséen, désormais renvoyé par la Chambre basse. 93 pour, 6 contre, 3 abstentions. S'il est vrai que le sort de Jean Risséen a été fixé par l'Assemblée des députés à la mi-journée de ce lundi 18 mars, l'analyse de Benito, également interrogée en parallèle à la tenue de la séance d'interpellation, ne diffère pas de celle du jeune écolier Zachary. Assis sur une banquette, ce commerçant qui vend des boissons gazeuses à l'entrée principale du stade Silvio XIV ne voit là qu'un spectacle de mauvais goût. Sénat convoque un ministre, député convoque le tout. Laideur, spectacle de mauvais goût, les qualificatifs n'ont pas manqué aux citoyens pour apprécier ce que le Parlement a montré à la population lors de l'interpellation de Jean Risséen. Le conflit entre le Sénat et la Chambre des députés sur le cas Séan est motivé politiquement, quoi dur comme fer un enseignant rencontré à Portail-Léogane. Réservé dans ses propos, par prudence, il a dit vouloir vite regagner sa maison, alors que retentissaient des tirs dans la zone. Pour qu'il soit dans la sauvage. On pense que c'est le qui pour un pays véritablement. Non, je n'ai pas été la coginette. Le Parlement n'espérait déjà pas confiance à la population. Et ce n'est pas le dossier de la double interpellation qui va renforcer son image de marque dans l'opinion. Aux propos de l'enseignant déjà cité, s'ajoutent ceux d'autres individus, unanimes ou presque, sur la question. Pourquoi ça tout? Oui, après régler l'argent. L'interpellation de Jean Risséen divise les deux branches du Parlement. Le Premier ministre est toutefois renvoyé par la Chambre basse. Alors que les députés interpellateurs jubilent, le chef du gouvernement révoqué semble garder l'espoir. Avant de quitter le Sénat ce 18 mars, le notaire a fait verbaliser sa présence par un juge de paix. Les préparatifs ont déjà démarré au niveau du stade Silvio XIV quelques jours avant le match Haïti-Cuba. Selon les informations recueillies, toutes les dispositions sont prises pour que tout soit prêt pour le 24 mars. Par contre, aux abords du stade, des marchands de toutes sortes continuent d'écouler leurs produits, mais ils se disent quand même prêts à se déplacer sur demande de la mairie de Port-au-Prince. Au stade Silvio XIV, les préparatifs vont bon train en vue d'accueillir le match Haïti-Cuba dans le cadre de la Ligue des Nations de la CONCACAF. Des ouvriers sont à pied d'œuvre, ils travaillent d'arrache-pied afin d'embellir l'espace pour l'occasion. Nettoyage à fond, peinture, préparation du gazon synthétique entre autres, autant d'opérations que ces employés n'entendent pas négliger. Ils s'activent en mettant les bouchées doubles
pour que tout soit prêt avant ce dimanche 24 mars. Parce que une fois les travaux complètement terminés à l'intérieur du stade, les ouvriers devront commencer à repeindre les murs extérieurs. Leur seul petit souci, ce sont les marchands de toutes sortes qui sont aux abords du stade Silvio XIV. La mairie a dégagé pour les vélos. Ça est sous-côté, elle est commence à courir là et ça comme ça. C'est machine mairie qui convient courir machine mais quoi là, on commence semaine ça là. Ouais, bien chaque les matchs ça les machines bien important. Après match oublié. Si des dispositions sont déjà prises pour embellir le stade, aucune activité de nettoyage n'est encore remarquée dans les environs. Les commerçants écoulent leurs produits dans cet environnement malsain. Sont-ils prêts à vider les lieux sur demande de la mairie de Port-au-Prince? Certains d'entre eux répondent. Nous sommes déjà prêts pour nous quitter parce que nous avons dit qu'il faut que nous quittions. Nous avons avancé vider parce que les guimaches comme ça, nous continuons à avancer vider. Si on va faire dans le pays, nous. Et puis on a des espaces là, c'est quitter libre pour nous passer, pour capable faire ça, c'est pour nous là bon. Rappelons que pas plus tard que la semaine dernière, le maire de Port-au-Prince avait annoncé d'importantes mesures en prévision de ce match tant attendu. Yuri Chevry avait même lancé un appel à la collaboration à tous les Haïtiens pour que cet événement soit une réussite totale. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt, mesdames et messieurs, pour une autre édition de Métro News.